Je fais de plus en plus d'efforts lorsque je vous raconte une histoire pour vraiment vous mettre à l'intérieur, mais aussi pour faire en sorte que les récits soient un petit peu plus longs que les vidéos que je pouvais faire de 15 minutes qui finalement étaient des snack content comme je déteste les appeler. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on est sur une histoire qui va être un petit peu un casse-tête, donc je vous invite vraiment à la suivre du début à la fin et n'oubliez pas à la fin de la vidéo de me donner votre avis dans l'espace commentaire. Likez, commentez, abonnez-vous, c'est les 3 choses à faire pour soutenir Murders et moi je vous retrouve dans un instant pour la présentation. Nous sommes à l'automne 1987. Deux jeunes Canadiens s'apprêtent à vivre ce qu'ils croient être une simple escapade à Seattle. Jay Cook a 20 ans et Tanya Van Kierenborg a 18 ans. Ils forment un couple encore très récent. Leur relation commence environ 6 mois plus tôt, après une rencontre orchestrée par un ami en commun. Ce n'était pas le coup de foudre instantané, mais avec le temps, quelque chose de fort grandit entre les deux. Jay est du genre discret mais attentionné, et il s'est rapidement laissé emporter par ses sentiments. Pour lui, il n'y avait aucun doute, Tanya était la bonne. Il commençait à envisager un avenir partagé, imaginer une vie à deux, faite de stabilité et de projets communs. Il avait même déjà parlé d'emménager avec elle, persuadé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Tanya, elle, voyait les choses un petit peu plus différemment. Tout juste sortie du lycée, elle se trouvait à une période charnière de sa vie. L'envie de liberté et de découverte la brûlait encore. Quelques mois avant de rencontrer Jay, elle avait d'ailleurs parcouru l'Europe avec sa meilleure amie, May Robson. Un voyage initiatique qui l'a totalement changé, lui laissant un goût d'indépendance et d'aventure. Elle appréciait Jay, c'est certain, mais elle n'était pas encore prête à renoncer à ses plans d'exploration. Malgré leurs différences, le couple décide de faire un petit voyage ensemble, histoire de sortir de la routine et de passer du temps loin de leurs repères. La destination, Seattle, une ville voisine de frontières canadiennes. Vibrante et pleine de promesses, où ils pensent pouvoir créer quelque chose et aussi des souvenirs inoubliables. Personne n'aurait pu imaginer que ce qui devait être une simple virée à deux deviendrait le point de départ d'un drame glaçant. L'un de ces récits qui bascule lentement vers l'horreur et qui, des années plus tard, hante encore les esprits. Ce périple en Europe, entre les rues historiques de Londres et les boulevards de Paris, c'est ce qui a profondément marqué Tanya. À 18 ans, ce voyage ne s'est pas contenté de la divertir. Il a éveillé en elle un empathie insatiable pour le monde. Là-bas, loin de Vancouver, elle a pris une décision claire, une sorte de promesse faite à elle-même. Dès qu'elle aura fini le lycée, elle partira. Loin, souvent. Elle voulait tout voir et tout vivre. Avec le recul, Tanya a compris qu'une relation sérieuse pouvait malheureusement devenir un frein à ses aspirations. Elle tenait à Jay, mais dans le fond, elle savait qu'un engagement trop rapide risquait d'étouffer cette liberté nouvelle qu'elle venait à peine de découvrir. Ce désir de s'échapper, de s'élancer dans le vaste monde, c'est quelque chose qui l'a même poussée à envisager certaines décisions. Abandonner le lycée pour voyager sans attendre. Elle en avait parlé à son père, espérant qu'il comprenait. Mais heureusement, parce qu'il faut pas faire ça non plus, il a su trouver les mots pour la convaincre d'au moins avoir son diplôme avant de prendre la route. Déterminée à financer ses projets elle-même, Tanya enchaîne les petits boulots. Elle promène des chiens dans le quartier pour quelques billets, mais surtout, elle décroche un emploi dans un restaurant qui a un style assez particulier, le Pickwick. Un comptoir de fish and chips à l'ambiance très britannique, situé au cœur de Vancouver. C'est là qu'elle passe ses après-midi, vêtue dans l'uniforme, jonglant entre les commandes et les pourboires, avec dans les yeux une carte du monde invisible qu'elle rêve d'explorer. De son côté, Jay, il a une trajectoire bien différente. Moins sûr de lui, moins affirmé dans ses envies, il avance à petits pas. Il a passé les derniers mois à travailler avec ses sœurs dans l'entreprise familiale Cook and Talbot. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de fours. Le travail est stable, l'environnement est familier et Jay le sait. Ce n'est pas là qu'il veut rester.
Il a souvent pensé à d'autres pistes, à quelque chose de plus en lien avec la nature, peut-être la biologie marine. Mais pour l'instant, ses rêves sont flous et repoussés à plus tard. Et puis, Tanya est arrivée dans sa vie. Sa présence a eu un effet quasiment thérapeutique. Avec elle, Jay cesse de se sentir inutile ou perdu. Elle le pousse, sans même qu'il s'en rende compte, à croire en ses propres capacités. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent un but. Un équilibre fragile, mais bel et bien réel. Tanya, elle admire quand même en Jay une qualité très rare, sa fiabilité. C'est quelqu'un qui est super attentif, réfléchi et toujours là quand il faut l'être. Elle se souvient aussi d'un soir de fête au lycée. La musique était super forte, il y avait beaucoup de rires et l'alcool circulait librement. Beaucoup riaient et peu observaient. Mais lui, Jay, a remarqué qu'un camarade vacillait, transpirait et perdait pied. Et il n'a pas attendu. Il a appelé une ambulance et il a conduit le jeune homme à l'hôpital à temps avant que l'alcool ne provoque une intoxication grave. Ce soir-là, Jay n'a pas simplement été un héros. Un héros d'ailleurs, pardon. Il a été une sorte de constante, une encre dans la vie de Tanya, car elle n'a jamais oublié ce geste. Donc vous le voyez, deux personnes très différentes mais quand même liées par un seul lien, l'amour. Quand Jay propose à Tanya de l'accompagner à Seattle pour une courte virée, elle accepte, mais propose d'abord d'y inclure sa meilleure amie, May. L'idée de voyager à trois lui semble plus détendue, moins chargée de symboles ou d'attentes, elle qui ne veut pas s'engager. Mais le jour venu, le plan tombe à l'eau. May est clouée au lit par une vilaine grippe. C'est donc en duo que Tanya et Jay prennent la route, un peu comme si le destin les avait guidés. Le matin du 18 novembre 1987, ils quittent la ville à bord d'un véhicule, celui du père de Jay, une imposante Ford Club Wagon, un modèle de 1977. C'est un genre de fourgonnette typique de l'époque, très robuste, spacieuse, avec des rideaux aux fenêtres. Le voyage n'a pas été planifié uniquement pour le plaisir. Jay a pour mission de récupérer une fournaise auprès d'un nouveau fournisseur dans le cadre du travail de son père. Mais il veut transformer cette sortie en petite aventure romantique pour Tanya. Connaissant son goût pour l'inconnu, il choisit ciment d'éviter la route rapide et monotone de l'Interstate 5 et son but est de faire découvrir à Tanya d'autres choses. À la place, il planifie un itinéraire plus lent mais bien plus agréable. Depuis Victoria, ils embarquent sur un ferry en direction de Port Angeles, donc c'est de l'autre côté de la frontière. Une fois sur le sol des États-Unis, ils parcourent environ 85 km de routes secondaires, serpentant, forêts épaisses, petits villages, avant de prendre un deuxième ferry qui les conduira directement à Seattle. Le voyage est un peu plus long, mais il est censé offrir un moment hors du temps. Et tout semble se dérouler sans le moindre accroc au début. Des membres de l'équipage du premier ferry se sont souvenus du jeune couple, souriants, détendus, apparemment heureux d'être là. Et donc ce jour-là, sur le deuxième ferry, vers 16 heures, ils franchissent la frontière canado-américaine. Ils se sont même arrêtés dans une petite supérette pour acheter quelques encas avant de reprendre la route sur le deuxième ferry, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais alors qu'ils progressent vers les terres boisées de la péninsule olympique, Jay commet une erreur de navigation. Un détail qui semble anodin, mais qui avec le recul prend un tout autre poids. Il rate une sortie importante sur la route 104. Ce qui les force à rester plus longtemps que prévu sur la route 101. Pour vous expliquer, c'est une longue nationale qui traverse les forêts avec plein de magnifiques paysages, mais surtout des coins isolés. Ce détour involontaire les éloigne de leur plan initial. Leur progression ralentit, la nuit tombe et les repères deviennent flous. Plus tard dans la soirée, un employé d'une petite boutique se souviendra d'eux. Jay et Tanya sont entrés dans le magasin et lui ont demandé des indications pour retrouver la bonne route. Le couple, d'après le témoignage du gérant, semblait un peu perdu, mais pas très inquiet. Ils avaient juste besoin de se remettre sur la bonne voie. Vers 22h16 ce soir-là, ils apparaissent brièvement à Bremerton, une ville ponctuaire non loin de Seattle. Ils achètent 2 billets pour le ferry qui traverse l'eau jusqu'à la ville, ce qui devait être la dernière étape de leur longue traversée. Mais ensuite, plus rien. À partir de ce moment, toutes les traces de Jay Cook et de Tanya Van Keulenborg disparaissent. Leurs noms n'apparaissent plus sur aucune liste,
Aucune caméra ne les filme, aucune voix ne raconte ce qui s'est passé. Le silence, d'un coup. Et c'est à cet instant précis que le mystère commence à se nouer. Le 18 novembre 1987, Jay et Tanya sont donc vus pour la dernière fois aux abords du terminal de ferry à Bremerton, les billets en main, prêts à embarquer pour Seattle. Une fois le ferry arrivé à destination, personne parmi les passagers ou l'équipage ne se souvient les avoir vus à bord. Pas un témoignage, pas une observation crédible. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Et pourtant, un détail glaçant rend leur absence encore plus incompréhensible. La fourgonnette de Jay, cette fameuse Ford Club de 77, réapparaît de l'autre côté de l'eau, stationnée à Seattle, et elle est déserte. Le lendemain, le fournisseur que Jay devait rencontrer attend toute la matinée. Il sait que quelqu'un doit venir récupérer une fournaise, mais à mesure que les heures passent, personne ne se présente. Il finit par abandonner. Ce n'est qu'un rendez-vous de manqué pour lui, mais pour deux familles, c'est le début d'une spirale d'angoisse. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas seulement l'absence de panique de Jay et Tanya, c'est le silence, aucun appel, aucun message, aucun signe qu'ils aient tenté de rassurer leurs proches. Et ça ne leur ressemble pas. Ce soir-là, lorsque Tanya ne rentre pas à la maison comme prévu, sa famille commence à s'inquiéter. Sa disparition ne peut pas être un simple oubli ou une fugue spontanée. Donc ils contactent les parents de Jay, espérant que le jeune homme a peut-être donné de ses nouvelles de son côté. Mais les Cook, eux aussi, n'ont rien entendu. L'inquiétude devient rapidement une panique. Le matin du 20 novembre, la famille de Tanya décide de déclarer officiellement sa disparition, et celle de Jay. Mais la réponse des autorités les frappe en plein fouet. La police leur dit qu'il est trop tôt pour ouvrir une enquête. Comme la loi le demande, et comme les deux jeunes sont majeurs, rien ne prouve qu'ils ne soient pas simplement partis de leur plein gré, donc on leur demande d'attendre 72 heures. C'est pas comme si on avait vu 1 milliard de fois que malheureusement, c'est à cause de ça que parfois on rate beaucoup de choses. Pour Bill, le père de Tanya, c'est inacceptable. Chaque seconde qui passe est une seconde de trop. Il ne supporte pas l'idée de rester les bras croisés pendant que les procédures traînent. Il décide donc de prendre les choses en main. Sans attendre l'aide officielle, il traverse lui-même la frontière et se rend à Washington pour commencer ses propres recherches. Mais une fois sur place, la réalité s'impose à lui avec une brutalité. L'État de Washington est immense. Il n'a aucun point de départ concret. Où chercher? Dans quelle direction? Dans quelle ville? Il est vraiment heurté à l'inconnu et il est désorienté. Mais malgré ça, c'est un père. Il refuse d'abandonner. Il fait appel à un pilote privé, il loue un hélicoptère pour survoler routes, forêts, zones isolées où le couple aurait pu passer. Il balaie des kilomètres de terrain, il espère apercevoir quelque chose, un indice, un signal, n'importe quoi. Mais jour après jour, son espoir s'effondre. Le ciel reste muet, le sol ne livre aucun secret, et pendant ce temps, Jay et Tanya sont introuvables. À Seattle, Bill se bat contre l'inconnu. Il est armé d'un seau de colle, de dizaines d'affiches, il arpente les rues, les stations, tout ce qu'il peut faire, les abribus, les vitrines. Il colle les visages de sa fille et de Jay partout où il passe. Son objectif est simple, alerter, mobiliser, espérer qu'un regard croise ses photos et déclenche un souvenir, un témoignage ou une piste. Il ne dort presque plus, il mange que par nécessité, toute son énergie est consacrée à une chose, les retrouver. Le 24 novembre, 6 jours après la disparition, l'impensable le rattrape. Ce matin-là, un habitant du comté rural de Skagit, dans l'état de Washington, promène son chien dans une zone isolée près de la communauté d'Alger. C'est un endroit calme, bordé de broussailles, où la route s'efface lentement dans la nature. En longeant un fossé, cet homme fait une découverte terrifiante, le corps nu d'une jeune femme, abandonnée comme un déchet au bord de la route. La scène est insoutenable. Le cadavre présente des marques de violence évidentes. La victime a été agressée, elle a reçu une balle dans la tête, qui a été tirée à bout portant. L'exécution est froide et calculée. Les enquêteurs sont appelés immédiatement sur place. Ils sécurisent la zone et lancent une première inspection. Aucun doute,
Il s'agit là d'un homicide particulièrement brutal. Rapidement, la police contacte Bill, le père de Tanya. Il est demandé pour une tâche que personne ne devrait jamais avoir à accomplir: identifier un corps. Donc il se rend sur les lieux, il a le cœur noué, il prie pour que ce soit une erreur, mais la confirmation tombe. C'est bien sa fille. Tanya a été assassinée. La douleur de Bill est indicible. L'image qu'il garde de Tanya n'est plus celle d'une jeune femme souriante rêvant d'explorer le monde. Elle est désormais marquée à jamais par l'atrocité qu'elle a subie. Face à ce crime, les enquêteurs se retrouvent dans l'urgence. Un tueur est en liberté. Il faut agir vite, très vite. Mais une autre question émerge aussi. Elle est terrible et délicate, mais où est Jay? L'absence de Jay, combinée à la violence du crime, fait naître un soupçon immédiat. Les autorités, dans un premier temps, envisagent la possibilité qu'il soit impliqué. Aurait-il pu être le meurtrier? Un geste de rage, de drame passionnel? L'hypothèse est évoquée brièvement, mais la famille Cook rejette cette hypothèse avec force. Pour eux, c'est impensable. Jay n'aurait jamais levé la main sur qui que ce soit, encore moins Tanya. Et puis, un nouvel élément fait évoluer l'enquête. Le 25 novembre, au terminal Greyhound de Bellingham, un employé de la gare découvre un trousseau de porte-clés avec un portefeuille abandonné sur le sol. Après vérification, il s'agit des effets personnels de Jay et Tanya. Peu après, la camionnette de Jay, celle de son père, est retrouvée non loin de là, stationnée discrètement dans une rue adjacente à quelques pâtés de maisons. Lorsque la police fouille le véhicule, ce qu'elle y retrouve confirme leur pire crainte. À l'intérieur, on a des attaches en plastique, celles qui avaient été utilisées pour ligoter Tanya. Elles gisent sur le plancher arrière, mêlées à d'autres indices troublants. Une paire de gants, des reçus, des billets de ferry. Mais un objet manque, un appareil photo. L'appareil photo Minolta X700 que Tanya avait emporté pour documenter le voyage. Il a disparu. Et malgré les recherches, il n'est jamais retrouvé. Ces éléments transforment peu à peu une disparition inquiétante en scène de crime complexe. Le véhicule a été nettoyé, sommairement, mais laisse derrière lui des traces, les traces d'un plan sordide. Et le mystère devient plus gros. Et pendant ce temps, Jay est introuvable. Alors que l'enquête commence à peine à se structurer autour du meurtre de Tanya, cette ombre continue de planer, l'absence de Jay Cook. Pendant plusieurs jours, malgré les protestations de sa famille, il reste considéré comme le principal suspect. L'idée qu'il ait pu assassiner Tanya pour s'être enfui est difficile à croire, mais pas écartée. Le 26 novembre, une révélation brutale va faire voler en éclats cette hypothèse. Ce jour-là, un chasseur marche seul dans un secteur boisé du comté de Snohomish, à environ 70 km du lieu où Tanya a été retrouvée. Il explore un terrain à l'écart, dans une zone rarement fréquentée, quand il tombe sur ce qu'il pense d'abord être un tas de vêtements. En s'approchant, l'horreur se dévoile. Un corps humain, allongé au sol, en partie dissimulé sous des branches. Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, le doute n'est absolument pas permis. Il s'agit de Jay Cook. Le jeune homme a sauvagement été battu. Le visage tuméfié, le crâne meurtri. D'ailleurs, on apprend plus tard qu'il a été frappé avec des coups de roche. Et autour de son cou, 2 éléments sinistres. Une corde épaisse et ce qui semble être des colliers pour chiens. Jay a été étranglé. Et c'est pas tout parce que lors de l'autopsie, on a déterminé qu'un paquet de cigarettes a été enfoncé dans sa gorge. Un geste cruel, humiliant, quasiment théâtral. Dès lors, les soupçons se dissipent. Jay n'est absolument pas le tueur. Et c'est en fait une victime. Et probablement la première victime. Les détectives en viennent à penser que Jay a été éliminé en amont pour que son agresseur puisse ensuite s'en prendre à Tanya, sans résistance possible. Son corps, déposé dans ce secteur reculé, semble avoir été abandonné rapidement après sa mort, avant que le tueur poursuive sa route vers Alger, où Tanya a été assassinée. L'enquête change donc de nature. Le couple a été pris pour cible. Mais par qui et pourquoi? Une théorie commence à circuler parmi les détectives. Et si Jay et Tanya avaient rencontré leur bourreau à bord du ferry menant à Seattle? Peut-être qu'un inconnu solitaire, qui leur a demandé un trajet ou un service anodin,
auraient simplement été pas vraiment si gentils que ça. Le couple aurait pas du tout hésité, ils les auraient aidés, et c'est une décision qui aurait scellé leur destin. Pendant ce temps, les experts médico-légaux parviennent à isoler un échantillon d'ADN prélevé sur le pantalon de Tanya. Il s'agit du sperme appartenant à un homme inconnu. L'analyse est formelle. Cet ADN ne correspond à aucun profil enregistré dans les bases de l'époque. Le tueur, quel qu'il soit, n'a jamais été fiché. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était très compliqué de faire lier un ADN à quelqu'un. Les semaines passent, puis les mois. L'affaire, pourtant médiatisée, devient un peu froide. Les indices sont rares, les pistes s'essoufflent, et c'est alors qu'un élément aussi étrange qu'inquiétant surgit. Les familles Van Keilborg et Cook commencent à recevoir des cartes postales, manuscrites, moqueuses, cruelles. Certaines décrivent en détail les meurtres, avec des formulations dérangeantes. Le ton est provocateur, presque sadique. À chaque fois, les courriers sont envoyés depuis des villes différentes. Seattle, New York, Los Angeles. Les timbres sont authentiques, donc les envois sont planifiés. Ça rend toute tentative de localisation quasiment impossible. Ces lettres, personnellement, me font un peu penser au corbeau dans l'affaire du petit Grégory. Et ça devient un cauchemar pour les familles. Qui les envoie? S'agit-il du tueur, d'un imitateur, d'un malade qui se délecte de leur douleur? Ce n'est qu'en 2010, plus de 2 décennies après les faits, que l'auteur des cartes est enfin identifié. C'est un homme canadien de 78 ans, souffrant de troubles psychiatriques très graves. Son profil est troublant, mais il est incompatible avec celui de l'assassin. Les tests ADN le confirment rapidement, il n'a aucun lien avec les meurtres. En 2010, l'enquête elle-même est toujours sans réponse, et le véritable tueur, lui, reste un fantôme. Il aura fallu attendre 31 longues années avant que le voile ne commence enfin à se lever sur l'identité de la personne qui a ôté la vie à Tanya et Jay. 3 décennies de silence, de douleur, de questions, jusqu'à ce que la science fasse ce que les enquêtes traditionnelles n'avaient jamais réussi à accomplir jusque-là. En 2018, l'espoir renaît sous une forme inattendue, la généalogie génétique. Cette méthode émergente utilise des échantillons d'ADN pour remonter le fil des origines familiales d'un individu. Très prisée par les citoyens ordinaires pour retracer leur héritage via des sites comme Ancestry.com, cette technologie est devenue un nouvel outil puissant pour les forces de l'ordre. Elle permet, même en l'absence de l'ADN direct d'un suspect dans une base de données, de localiser cette personne grâce à ses liens de parenté. En 2018, le 18 mai, Jim Scharf, shérif du comté de Snohomish, est toujours hanté par cette affaire, décide de faire appel à Parabon Nanolabs, une entreprise spécialisée dans la modélisation génétique. L'objectif est d'exploiter le profil ADN retrouvé sur la scène de crime 30 ans plus tôt. Bien que Parabon ne soit pas autorisé à explorer l'arbre généalogique du tueur à partir de l'ADN, il utilise une autre de leurs technologies, Snapshot. Grâce à cette technique, ils parviennent à générer plusieurs portraits réalistes représentant ce à quoi le tueur pourrait ressembler selon différents âges et aussi différentes couleurs de peau. Le rendu est saisissant, mais reste malheureusement insuffisant. Personne dans le public ne reconnaît cet homme. Jim Scharf, ne disposant que de peu de pistes concrètes, décide alors d'organiser une conférence de presse. Il partage publiquement les images issues de Snapshot et appelle la population à l'aide. Les réactions affluent. En quelques jours, 130 témoignages sont transmis, mais aucun ne permet de faire avancer l'affaire. Puis, un nouveau nom entre dans le tableau. Cissy Moore, généalogiste génétique américaine reconnue pour son travail. Cissy accepte de reprendre l'affaire. Elle utilise la base de données GEDmatch, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de comparer leur ADN à celui d'autres membres, à condition d'avoir donné leur consentement pour que les données soient utilisées dans des enquêtes criminelles. En croisant l'ADN du crime avec plus d'1 million de profils disponibles, Cissy parvient à isoler 2 utilisateurs qui semblent être des cousins éloignés du tueur. Il lui faut que 2 heures de recoupement de branches généalogiques reconstituées à la main pour aboutir à un nom. William Earl Talbot, deuxième du nom. À l'époque des meurtres, William a 24 ans. Depuis, c'est un homme discret, solitaire. Ceux qui le côtoient en 2018 n'ont jamais suspecté quoi que ce soit.
Mais en fouillant dans son passé, on a une image qui émerge, beaucoup plus sombre. Enfant, il a été violent. Il a jeté un chat vivant dans un puits, il a aussi obligé sa sœur à se coucher sur un lit et il l'a agressé. Des signaux d'alerte évidents. Mais il a été balayé par sa mère. Enfin, du moins, ses situations ont été balayées. Elle a préféré ignorer ses dérapages. Son père, lui, a tenté d'imposer des limites, mais face aux menaces de son propre fils, William promettait qu'il l'écrasera en voiture dès qu'il en aura l'âge, il finit par l'expulser du foyer. Donc William passe la fin de son adolescence dans une caravane garée derrière la maison. En 2018, les enquêteurs savent qu'ils tiennent peut-être un homme. Mais pour le traduire en justice, ils doivent confirmer son ADN à partir d'un échantillon indépendant. Ils apprennent que William, il est chauffeur routier et il fréquente régulièrement une certaine zone dans le cadre de ses livraisons. Donc, la police commence à le surveiller discrètement. Peu de temps après certaines observations, William jette un gobelet de café vide dans une poubelle publique. Les agents courent et s'en emparent immédiatement. Les laboratoires comparent l'ADN prélevé sur le gobelet avec celui retrouvé sur le pantalon de Tanya. Un peu de suspense ou pas? C'est une correspondance parfaite. William Earl Talbot, deuxième du nom, est officiellement arrêté pour les meurtres de Tanya et de Jay. La nouvelle choque tout le monde. Nombreux sont ceux qui le décrivent comme un homme réservé, inoffensif. Certains écrivent même aux enquêteurs pour protester, affirmant qu'ils ont dû se tromper de suspect. Jim, le shérif, est très enthousiaste, mais il redoute une possible remise en cause de la légalité de la méthode utilisée. La généalogie génétique, c'était un terrain flou pour la justice. Mais le dossier était lourd. Et bientôt, on aura même un témoin qui va se présenter. Un ami d'enfance de William qui a accepté de témoigner à charge. Cet ami d'enfance a apporté des détails accablants sur le comportement de William au fil des années. Ce qui pourrait effectivement être dommage ici, et je ne vais pas vous spoiler parce qu'on va tout de suite passer à la partie justice, c'est que, en effet, le fait d'avoir utilisé l'ADN de cette manière, ça peut bloquer au procès si les avocats de la défense de William sont bien rodés. Maintenant, reste à voir si ça leur a suffi ou pas. Regardons ça ensemble. Lorsque le procès de William s'ouvre, les émotions sont à vif. L'affaire, restée irrésolue pendant plus de 3 décennies, tient désormais le public en haleine. Pour les familles Cook et Van Cuylenborg, c'est un mélange de douleur et d'espoir. L'espoir que justice soit rendue, mais aussi la peur que tout bascule à nouveau. L'un des témoignages les plus accablants, c'est celui d'un visage du passé, Mike Sitt, l'ami d'enfance de William. À la barre, il raconte une scène qu'il n'a jamais oubliée. Peu après la date des meurtres, Mike affirme avoir vu une fourgonnette inhabituelle garée devant la maison des Talbot. Il ne comprend pas du tout, de suite, ce qu'il regarde. Mais, des années plus tard, lorsqu'il revoit une photo du véhicule de Jay, le doute disparaît. C'était la même camionnette. Ce souvenir, le souvenir de Mike, a été donné avec précision et il fait froid dans le dos. Ça lie directement William à la scène du crime, du moins à ses conséquences immédiates. Donc l'accusation y voit une preuve indirecte, mais puissante de culpabilité. La défense n'est pas prête à céder si facilement. Les avocats de William admettent qu'il a pu croiser la route du couple, peut-être même qu'il a voyagé avec eux. Ils ne contestent pas la présence de l'ADN sur Tanya, mais ils avancent une version choquante des faits. Ils prétendent que la relation entre William et Tanya aurait été consentie. Selon eux, l'ADN ne serait pas une preuve de meurtre, mais d'une relation consentie entre adultes. Dans la salle d'audience, le récit de la défense provoque une onde de choc. Les familles sont consternées et l'accusation reste implacable. Il rappelle que le corps de Tanya a été retrouvé nu de la tête aux pieds sans qu'aucun vêtement ne recouvre son bas. Si cette relation avait été consentie, pourquoi Tanya ne se serait pas rhabillée? Pourquoi l'aurait-on tuée de sang-froid d'une balle dans la tête? Aucun détail ne correspond à quelque chose de volontaire. Tout indique que c'était une agression suivie d'une exécution brutale. Après plusieurs jours de délibération intense et d'échanges juridiques tendus, le verdict tombe. William est reconnu coupable des meurtres de Jay et de Tanya. Le jury le condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle est partagée entre soulagement et tristesse. Justice a été rendue, mais le vide laissé par Tanya et Jay reste irréparable. Mais alors qu'on croit que cette affaire est close, un rebondissement surgit 3 ans plus tard.
Je vous ai prévenu, il fallait l'écouter du début à la fin. Le 6 décembre 2021, la Cour annule la condamnation. La raison ? Il a été déterminé qu'un membre du jury avait un billet personnel lié à son propre passé de victime de violences domestiques. Ce billet, selon la Cour, aurait pu altérer son jugement et compromettre le verdict. C'est un coup dur pour les familles, tout pourrait recommencer, le procès pourrait être annulé, le tueur pourrait même, dans un scénario extrême, recouvrer sa liberté. Mais en décembre 2022, un nouvel examen judiciaire renverse cette décision. Les magistrats concluent que la défense avait eu l'opportunité de récuser ce juré avant le procès et qu'elle ne l'a pas fait. Aucun motif légal ne justifie un nouveau jugement. La condamnation est rétablie. En 2025, William purge une peine à perpétuité. Il n'a jamais exprimé de remords ni avoué les crimes. Et pour les familles de Jay et Tanya, bien que la peine n'efface pas les années perdues, elle restaure une vérité. Celle d'un tueur identifié et d'un silence qui, après 31 ans, a fini par parler. Après 3 décennies de douleur, de doute et de silence, la justice semble enfin avoir été rendue. Mais une question reste dans l'air. Si la science n'était pas intervenue, ce tueur aurait été-il découvert? Parce que moi je ne pense pas. Combien d'autres crimes enfouis dans les archives attendent encore leur vérité et risquent de sortir au fil des années? Voilà tout le monde pour l'affaire de Jay et de Tanya. C'est une affaire qui m'a énormément retourné la tête lorsque je l'ai écrit, mais que j'avais très envie de partager avec vous parce qu'on a plusieurs points à l'intérieur. Alors déjà, avant toute chose, je sais que, c'est nouveau maintenant dans Murders, moi qui fais ça, qui donne mon avis à la fin des vidéos. Il y a beaucoup de gens il y a 2-3 personnes qui n'ont pas compris et qui ne comprennent pas la valeur ajoutée et c'est totalement ok. Mais moi, ça me permet de communiquer en fait avec vous, les viewers, et ça me permet aussi de donner un petit peu mon avis après coup sur l'affaire parce que du coup, je le fais pas du tout dans le récit, je vous laisse vraiment avec le récit. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte ici. Premièrement, effectivement, si la science n'avait pas évolué, je pense qu'on n'aurait jamais su la vérité. Je sais pas si on se rend compte, mais il a fallu que le shérif aille voir ici, aille voir là, pour essayer de faire concorder les ADN. Il a été jusqu'à voler un petit gobelet en plastique dans une poubelle pour faire matcher l'ADN. Et je me dis que si la science n'avait pas évolué, en fait, on n'aurait pas eu ça et aujourd'hui, on n'aurait encore aucune réponse. Et c'est pour ça que j'ai terminé par poser cette question qui est: combien d'autres affaires risquent d'être élucidées au cours des prochaines années? Deuxième chose, pourquoi est-ce que Jay et Tanya se sont fait tuer? Parce que c'est vrai qu'on n'a aucun mobile, on n'a absolument rien. Et pour moi, je pense que, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, ils étaient certainement à bord du ferry 1 ou du ferry 2 ou même peut-être juste en route et quelqu'un a dû demander le trajet. Ce quelqu'un étant William, le couple a peut-être accepté de prendre le tueur William dans la fourgonnette, la Ford. Et peut-être qu'à partir de là, il y a eu menace, exécution, agression et deuxième exécution. Je ne vois que ça parce qu'on est quand même sur un couple qui voulait voyager, qui avait envie de faire confiance aux autres, etc. Et qui, malheureusement, s'est fait tuer de cette manière. Et en plus, le fait que la camionnette soit arrivée quand même à Seattle, je pense sincèrement qu'ils ont soit rencontré William sur le deuxième ferry, soit ils l'ont pris en route tout simplement en mode viens on t'amène. Ce qui, une fois de plus, est encore extrêmement flippant et ne me donne absolument pas confiance dans les autres êtres humains. J'envoie toutes mes condoléances aux deux familles, la famille Cook et la famille de Tanya. Je suis désolé, le nom de famille est un peu compliqué à prononcer. Quand je pense que le procès a failli être annulé, franchement, ça m'a fait froid dans le dos, mais bon, finalement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, voilà pour cette affaire. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide grandement à faire développer Murders Explained. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique. J'ai pas encore pu vous le souhaiter parce que c'est mon premier tournage du mois d'août, donc je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et sinon, on espère que nos contenus vous permettront de passer un bon mois d'août. Bye tout le monde, c'était Rudy, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.